Dans le village Katongo, il y a un arbre spécial qui est respecté de tous. Il se dit que cet arbre est âgé de 200 ans et qu'il fut planté par l'un des fondateurs de la tribu. L'histoire de ce grand arbre qui trône au milieu de la place centrale du village est connue de tous les habitants de Katongo. Cette histoire se transmet de génération en génération. Il se raconte qu'il y a des temps immémoriaux, un puissant pouvoir dormait dans les profondeurs de la forêt au cœur des terres ancestrales de cette communauté. Ce pouvoir était celui des esprits de la nature, des ancêtres et des forces mystiques qui lient le monde des vivants à celui des esprits. Un jour, alors que la tribu était attaquée par des étrangers qui capturaient des jeunes pour vendre en esclaves, un jeune guerrier courageux nommé Kofi rassembla les autres jeunes du village et les emmena dans la forêt pour les cacher des agresseurs qui étaient visiblement plus forts. Sur leur chemin vers la forêt, ils rencontrèrent le vieux sorcier Zubri et Kofi lui demanda de l'aide pour sauver la jeunesse du village de la ruine imminente. Comprenant l'urgence de la situation, Zubri décida de guider Kofi dans sa quête vers un lieu sûr à travers la forêt dense et dangereuse. Zubri était réputé pour sa sagesse mystique et ses pouvoirs magiques impressionnants, qui étaient à la fois respectés et craints par les membres de sa tribu. Ensemble, ils marchèrent pendant un certain temps, invoquant les esprits de la nature et défiant les épreuves qui se dressaient sur leur chemin. Ils arrivèrent au cœur de la forêt, et trouvèrent un gros arbre que Zubri désigna comme étant l'antique arbre de vie. C'était un gigantesque baobab duquel on sentait sortir une aura de mystère et de puissance. Zubri informa les jeunes que dans cet arbre résidait le secret de la survie de la tribu. Il les invita à tous se coller à tour de rôle sur le tronc de l'arbre et à se laisser envelopper par les esprits de protection. Lorsque tous furent en sécurité dans le baobab, Zubri retourna au village et ne fut pas surpris de constater que des esclavagistes s'y étaient installés et avaient commencé à enseigner une nouvelle religion aux parents restés au village. Le temps passa vite et quelques années plus tard, les parents du village qui n'avaient jamais eu de nouvelles de leurs enfants, avaient presque fini de faire le deuil en imaginant leurs enfants réduits en esclaves dans des contrées lointaines où ils avaient sans doute été vendus. La communauté fut soudainement frappée par une épidémie qui décima tous les étrangers qui s'y étaient installés. Zubri s'était assuré de distribuer des concoctions de plantes dont lui seul connaissait la composition à tous les villageois et ceci leur avait permis de traverser l'épidémie sans dégâts. Les villageois entreprirent une semaine de recueillement pour purifier leur village. C'est à ce moment que Zubri put mesurer l'impact des étrangers sur ses confrères. Le village était maintenant divisé en deux. Ceux qui respectaient toujours les pratiques ancestrales et ceux qui avaient embrassé la nouvelle religion apportée par les étrangers. Un mois plus tard, un soir, alors que la lune brillait d'un éclat argenté dans le ciel étoilé, Zubri rassembla les membres de sa tribu autour d'un grand feu de camp. Il lui semblait qu'il était temps de rétablir l'équilibre dans le village. Il avait enfin décidé de leur partager son secret sur la marche avec les jeunes. Il informa les villageois que les jeunes étaient toujours dans la forêt, protégés par la source de vie du village. Assis sur une peau de léopard, Zubri compléta son récit d'une voix profonde et envoûtante. Les villageois qui en répondant à sa convocation s'étaient posé plusieurs questions, avaient maintenant des réponses à leurs préoccupations. Ils comprenaient enfin pourquoi ils avaient pu survivre à l'épidémie alors que tous les étrangers étaient morts. Tous les parents avaient maintenant hâte de retrouver leurs enfants. Le lendemain ils se rendirent tous dans la forêt, guidés par Zubri. Une fois arrivé au pied du grand baobab sacré, Zubri s'approcha de l'arbre et tendit ses mains vers son écorce rugueuse. Il ferma les yeux et invoqua les ancêtres avec une foi inébranlable, demandant leur accord pour que les jeunes retournent au village. Soudain, un murmure se fit entendre dans les feuilles de l'arbre, suivi d'un éclat de lumière aveuglante. Quand les villageois rouvrirent les yeux, ils virent leur enfant sortir un par un à travers le tronc du baobab. Malgré les années passées, les jeunes étaient tous comme le jour de leur fuite. Il était clair que le temps s'était arrêté pour eux. Après les accolades et les larmes de joie, il était temps de retourner au village. Zubri pria une fois de plus les ancêtres de l'aider à veiller sur son peuple. Le retour des jeunes marqua profondément les parents et finalement tous ceux qui s'étaient déjà liés à la religion de l'étranger retournèrent à leur spiritualité ancestrale. Lorsque la mort frappa à la porte de Zubri, il fit un rêve qu'il se précipita à raconter aux villageois le lendemain. Les villageois le portèrent jusqu'au pied de l'arbre sacré où il remercia les ancêtres pour l'avoir guidé pendant toute sa vie. Il fit déraciner un petit arbre qui se trouvait là et ordonna qu'on le plantât au milieu du village. Il annonça qu'un moment viendra où l'urbanisation emmènerait les hommes à détruire la forêt. Il était donc urgent de ramener l'arbre des ancêtres au milieu du village et de veiller sur son développement et sa survie. Après que l'arbre fut replanté, Zubri mourut et alla rejoindre les ancêtres. Des années passèrent et la mixité de la culture se vit de plus en plus dans la localité. Il n'était plus facile de reconnaître des autochtones.
L'histoire de Zubri continuait cependant à être racontée aux enfants. Comme il l'avait prévu, la forêt finalement fut complètement rasée. Le seul arbre de vie pour la communauté était maintenant l'arbre au milieu du village qui avait été planté sur les terres du chef, à la demande de Zubri. Pourtant lorsqu'en 2018 le nouveau chef reçut un financement pour construire un marché moderne, il pensa directement à l'emplacement où se trouvait cet arbre. Lorsqu'il informa les notables de sa décision d'y faire ériger le bâtiment du marché, ceux-ci votèrent contre, en lui rappelant le message véhiculé depuis le temps lointain par leurs ancêtres. Même les écologistes qui n'étaient pas du village étaient contre l'abattage de cet arbre qui avec ses 200 ans était un patrimoine pour la localité. Les notables n'avaient cependant pas de pouvoir de décider. Ils pouvaient juste conseiller le chef. Celui-ci était tout jeune. Il était revenu de la ville où il étudiait dans une université, pour succéder à son père. Il ne voyait plus les choses comme les notables qui étaient tous des vieux. Après avoir remercié les notables pour leurs commentaires, et leur sincérité, le jeune chef les informa que l'économie de son village était plus importante que des croyances d'une époque lointaine et qu'il pourrait toujours faire planter d'autres arbres dans le village. Le jour du lancement du chantier arriva rapidement. Aucun notable n'accepta d'accompagner le chef du village. Celui-ci décida tout de même de se déplacer seul pour aller à la rencontre des compagnies des travaux publics venues de la ville. Alors que le chef sortait pour le chantier, le nouveau sorcier du village vint lui rappeler qu'il ne pouvait pas faire détruire cet arbre. Il remercia le sorcier pour sa gentillesse mais lui rappela qu'il était le chef et qu'il trouvait que maintenant il était important de considérer la problématique économique de la communauté avant des croyances stupides. Face à ce refus et cette arrogance, le sorcier sourit et lui dit « Ce n'est pas moi qui te parle, mais ce sont les ancêtres. Il me charge de te dire de réfléchir avec ta foi et ton courage. Tu dois savoir que tu as le pouvoir de maintenir la connexion entre notre monde et celui des ancêtres. » Le jeune chef sans mot dire s'en alla vers le chantier. Il arriva rapidement au lieu du rendez-vous avec les ouvriers et donna l'ordre de débuter les travaux. Les engins se mirent en branle malgré le désaccord et la tristesse de la population. L'arbre fut rapidement arraché du sol dans un ronronnement assourdissant. Mais le lendemain, à la grande surprise de tous, on trouva l'arbre à nouveau planté et intact comme avant. Les ouvriers s'activèrent à nouveau à le déraciner mais sans succès. L'arbre se redressait à chaque fois qu'il était mis au sol. Alors que l'inquiétude gagnait progressivement les travailleurs, on vit un des servants du chef courir vers le chantier et annoncer que le chef venait d'avoir un arrêt cardiaque et que les notables qui assuraient l'intérim avaient ordonné de suspendre les travaux au chantier. C'est de cette façon que cet arbre fut sauvé. Depuis ce jour, la tribu sait que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la foi et de la magie peut briller à travers les ténèbres. Tous les villageois se sont remis à presque vénérer l'arbre de vie et les esprits de la nature. Les avis étaient toutefois partagés. Pour les autochtones, le chef avait été victime de la colère des ancêtres. Sa mort était le fruit de son manque de respect à l'arbre de vie. Pour les halogènes, le chef avait sans doute été empoisonné par les notables qui souhaitaient par-dessus tout sauver leur arbre. En effet, pour les gens nés hors de la communauté, même si les croyances de l'époque étaient justifiées pour les ancêtres, elles ne s'appliquaient plus à la majorité de la population qui est maintenant chrétienne ou musulmane. Une chose est toutefois restée floue dans cette histoire. Comment expliquer avec une logique que l'arbre se soit replanté ou qu'il se relevait quand les ouvriers le terrassaient avec les engins? Sans doute une preuve de l'existence des forces qui ne sont pas encore maîtrisées de tous. Que t'inspire cette histoire? Merci de partager et surtout de liker si vous avez aimé. Merci de t'abonner.